Bienvenue dans Drop In, le podcast qui parle de compétition avec les personnes qui la font. L'objectif de ce podcast, c'est de revenir ensemble dans les coulisses de 5 sports qui me passionnent au quotidien. J'ai nommé l'Aerox, le CrossFit, l'haltérophilie, le Strongman et le Power. Et aujourd'hui, je le disais plus tôt en épisode, on va aller avec les personnes qui la font, cette compétition, réellement. Et là, le claim n'a jamais aussi bien marché. Allez, aujourd'hui, on retourne voir nos amis de compétition. Ça fait un bout de temps que j'avais pas eu des organisateurs de compétition. Et là, on va parler avec quelqu'un qui a de l'expérience. Pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'il est sur le circuit depuis longtemps et sa compétition, ça va faire la 9e édition. Je suis avec Kevin Jordan. Ça se prononce comme ça, Kevin ? Moi, Jordan. Jordan ? Ok. Comme tu préfères, c'est toi qui me dis. Je veux pas abîmer ton prénom. Salut Kevin, comment ça va ? Ça va et toi, Quentin ? Salut. Salut. Déjà, alors ça me fait plaisir de te voir, mais je disais 9e édition pour les breakouts. C'est la compétition dont on va parler aujourd'hui, évidemment. Déjà, moi, j'ai envie de savoir un peu plus sur le bonhomme. Comment tu as découvert le CrossFit ? Comment tu es arrivé à avoir envie de faire du CrossFit et peut-être monter ta compétition un jour ? Yes. Alors, c'est la 8e édition. 8e édition. De corriger. En plus, on est en train de communiquer dessus là. Donc, 8e édition, en effet. Comment ça a démarré ? Tout bêtement, mais c'est pas très grave. Moi aussi, je me perds dans le compte à force. Comment on en est arrivé là ? En fait, tu vois, moi, je suis plutôt issu du monde des sports de glisse. Ouais. Ski, skate, surf, etc. J'ai pratiqué très très longtemps le ski freestyle. C'était mon truc, mais c'est vrai que hors de l'hiver, t'as un peu moins le temps. Et puis un jour, on m'a emmené dans une salle faire de la muscu. J'ai dit non mais les gars, mais moi j'ai besoin de m'amuser. Là, je m'ennuie terriblement à répéter des trucs bêtement. Je trouvais ça horrible. Et puis c'est passé quelques années. Et puis il y a une salle à côté de chez mon meilleur ami qui a ouvert de CrossFit. Et puis on avait plein de copains qui y allaient. Puis je me suis retrouvé à y aller. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et en fait, je trouvais ça sympa, ça changeait. Physiquement, à ce moment-là, en plus, j'étais vraiment en forme parce que c'était il y a 10 ans, à 10-11 ans. Donc j'avais une pêche d'enfer. Donc je m'éclatais. Vu que j'ai fait du freestyle, de la gym et tout, sur l'aspect justement mobilité, je me sentais plutôt très à l'aise. Un peu moins sur tout ce qui est force, mais c'était compensé par le fait que j'étais à l'aise avec mon corps. Et voilà. Bref, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le CrossFit. Pour être très honnête, je fais partie de ces pratiquants, tu sais, qui viennent 9 mois, 4 à 5 fois par semaine avec intensité, puis qui sont capables de ne pas venir pendant 1 an et demi en continuant de payer l'abonnement et d'y retourner après à fond, genre c'est toute ma vie, j'arrêterai plus. Voilà, c'est comme ça depuis 10 ans pour moi. Voilà. Et puis justement, il y a 10 ans, dans cette salle, je discutais avec le honneur, et puis il y a 10 ans, il n'y avait pas tant de compètes que ça en France, en fait. Il y avait des compètes dans des box qui commençaient à arriver. Tu avais quoi ? Ouais. Tu avais les Marseille, tu avais les AFI. Tu devais avoir les French déjà ? Les French, tout à fait. Mais voilà, tu avais ces grosses compètes-là, mais des grosses orgas. Si on peut appeler, des grosses orgas, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait les Buddy qui allaient se lancer, les West Coast, je crois qu'on a commencé à peu près en même temps. Voilà, donc c'était vraiment les prémices. Et du coup, il me dit, il y a très peu de compétition. Par contre, il y a beaucoup de demandes, c'est très dur, il n'y a jamais assez de place et tout. Toi qui fais de l'événementiel, parce que moi, je venais de monter ma boîte Breakout Company, du coup, d'où le nom de la compétition Breakout Throwdown. Je venais de créer ma boîte et on organisait des soirées principalement. On faisait de l'événementiel, certes, et du coup, on a démarré à organiser cet événement suite à cette discussion. Et pour terminer sur la genèse, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais une petite salle qui est dans le centre-ville de Tarbes. Et je voulais me focaliser vraiment sur une compète de CrossFit avec un petit village et tout, mais un petit truc, pas trop cher et tout ça. Et quand j'étais à la mairie, on m'a dit « Ah non, non, cette salle-là, c'est pas pour les événements sportifs. Donc, si tu veux organiser un événement comme ça, tu vas au parc des expos. » Et là, c'est pas les mêmes coups. C'est pas les mêmes coups du tout. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain à lancer une compétition à grande échelle avec un salon immense, avec beaucoup de partenaires et d'autres disciplines que le CrossFit. Parce que dès le début, on avait au moins du fitness et après, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a plein d'autres disciplines qui sont représentées sur la compète. Voilà. Ouais, alors déjà, moi j'ai plein de choses à reprendre de ce que tu viens de m'expliquer. Donc finalement,
t'es un peu tombé dans le sport par hasard. Complètement. Complètement. C'était pas Et du coup, t'as dû faire avec les contraintes du sport, des choses que, en plus, tu commençais plus ou moins le CrossFit, du coup, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, t'étais pas forcément hyper habitué aux compètes. T'as dû te renseigner, regarder un peu à côté. Je vais te demander d'ailleurs quels étaient les modèles de compétition que t'as peut-être un peu copiés au démarrage, en tout cas. Comment on arrive là-dedans? On est un peu parachuté. Il faut apprendre sur le tas, en fait, finalement. Complètement. En fait, je me suis même retrouvé à tout apprendre sur le tas parce que j'avais jamais organisé un événement qui allait appeler plusieurs milliers de personnes. J'avais jamais organisé un événement qui allait être sur plus de 3000 mètres carrés dans un bâtiment immense avec, je sais pas, on avait 30 ou 40 exposants. Et j'y connaissais rien au CrossFit. Enfin, tu me parlais de snatch, fallait pas me rajouter des trucs, des mots en plus qui voulaient dire si c'était en dessous ou au-dessus des genoux, quoi. Faut pas me mettre un complexe sur un RM parce que j'allais pas comprendre. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré direct. Typiquement, c'est le honneur de ma boxe qui me motive. Je lui dis, ouais, mais moi, j'ai besoin que tu m'accompagnes sur l'aspect sportif. Et donc, ils m'ont accompagné pendant 2 ans, notamment. Et ça nous a beaucoup aidé. Et à la suite de quoi, on s'est fait accompagner par Benjamin Moreau sur toute la partie vraiment prog. Benjamin Moreau, qui était du coup à ce moment-là président de la F3. Et donc, on s'est très vite affilié à F3. Et puis voilà. Et après, en fait, j'ai Nicolas qui est passé chez nous, là, qui a passé 7 ans chez nous, qui vient de partir pour se lancer dans son projet perso. Nico, il est arrivé chez moi, il avait jamais fait de CrossFit. Son rôle en tant que stagiaire, c'était d'organiser l'event. En 7 ans, il a pris 15 kilos de muscles et il s'entraîne 2 heures par jour. Il est ultra passionné et il nous a beaucoup aidé aussi à accompagner la prog avec Benjamin, à la guider en fonction de ce qu'on voulait, etc. Mais non, en fait, on apprend sur le tas et puis on s'est trompé plein de fois. Je peux te raconter plein de trucs. On s'est trompé sur plein de trucs, franchement. On va en parler au fur et à mesure. Benjamin Moreau, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas, si je dis pas de bêtises, c'est aussi le coach d'Alexis Fiorucci, Ouais. qui l'emmène plusieurs fois aux Games. Alexis Fiorucci, athlète adaptif, monstrueux. Voilà, très honnêtement, je pense qu'il met une baffe à la plupart d'entre nous aujourd'hui présents sur le podcast, ça c'est sûr. Ok, donc ouais, vous êtes très vite accompagné par des gens qui sont de qualité, qui savent bosser et qui connaissent la compétition en CrossFit. Tout à fait. Ça a été quoi la plus grande épreuve? Moi, je sais que souvent, quand je discute avec les organisateurs de compètes, c'est souvent de convaincre les mairies. Je sais que les mairies et les communautés d'agglomération, souvent, c'est très dur. Toi, est-ce que tu te souviens, ça a été quoi le plus gros combat, le truc où tu t'es dit, mais j'y arriverai jamais, quoi? Je pense qu'il y a eu deux étapes complexes. La première, je pense que j'oublierai jamais de toute ma vie mon premier rendez-vous avec le directeur du parc des expositions, où il me dit ouais, ouais, ça a l'air sympa, mais mec, en fait, tu sais pas du tout où tu vas, il y a rien qui est construit, reviens me voir quand tu auras un vrai projet, quoi, presque, il m'a dit. Mm. Et moi, je me souviens de mon arrogance à la sortie de ce rendez-vous. Oh là là, ce mec, mais plus jamais. Mais à côté de quoi il vient de passer? Il sait pas de quoi je suis capable et tout. Bon, au bout de 6 mois, j'avais pas le choix, fallait que j'y retourne au parc des expos parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits pour m'accueillir et j'y suis allé préparer. Et là, il était convaincu et il nous a beaucoup aidé. Et j'irai même plus loin, il nous aide encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille ensemble sur l'organisation de cet événement. Faut savoir qu'après la première édition, moi j'ai perdu beaucoup d'argent. Ma boîte, elle avait 1 an et demi. On était à moins 35 000 euros sur le bilan de la compète. C'est énorme, hein, quand ta boîte, elle a 2 ans, que tu es tout seul. Voilà, c'était énorme. Et du coup, je m'étais dit que j'allais pas continuer. Et c'est justement Mathieu, le directeur du parc, qui est venu me chercher pour qu'on relance. Donc, on a eu un trou. On n'a pas fait la deuxième édition, c'est fait 2 ans après la première. On a D'accord. eu un trou et puis un jour Mathieu m'invite à manger, il me propose, il me dit allez ben on le fait ensemble, comme ça c'est moins lourd financièrement, mais cet événement il y a vraiment un truc, tu le portes bien et j'ai besoin de toi pour qu'on fasse vivre le parc aussi, donc je crois en toi, vas-y on y va. Et donc ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble avec Mathieu, malgré ce premier rendez-vous catastrophique. Et le deuxième élément que j'ai détesté, et tu vois j'y repensais ce matin en me disant que j'avais cette interview aujourd'hui, c'est mes échanges avec les gens du monde du CrossFit.
dans leur globalité, les honneurs de boxe, les gens qui portaient les premières marques, etc. J'ai été énormément pris de haut, Mm. justement parce que j'étais pas honneur, parce que j'étais pas crossfitter de haut niveau. Physiquement, ça se voyait direct. Il n'y avait pas de doute. Et je me souviens, moi, pour faire vivre ma compète, parce que je voulais absolument qu'on ait du monde, je suis monté à Toulouse, qui était la capitale du CrossFit. Il y a 10 ans, il y avait 15 box. C'était la ville où il y a le plus de box par habitant et tout. Et j'ai fait le tour de ces 15 box. Et franchement, il y a un mec qui a été sympa avec moi. Voilà, donc tu vas avoir 15 personnes et tu es bien accueilli une seule fois. Et tous les autres me rigolaient au nez en mode mec, c'est pas du crossfit ce que tu fais. Non, mais tu connais pas et tout. Et ça, j'ai détesté parce que tu es là en train de t'accrocher pour faire vivre une expérience sympa à des gens. On te prend pas au sérieux. On te dit que tu vas pas y arriver. On te dit que ça marchera pas. Et après, je me souviens d'une marque qui m'a accompagné au début et avec qui, du coup, ça s'est pas pérennisé au bout de 2 3 ans. Parce que j'ai eu un super deal sur des t-shirts et tout ça. Et il l'avait très mal vécu en me disant, mais mec, avec tout ce que j'ai fait pour toi depuis le début, la réalité, c'est que tout ce qu'il avait fait, c'était me prendre de haut et me faire comprendre que s'il n'était pas là, ma compète, elle marcherait pas, que j'y connaissais rien, mais que lui, il allait m'aider. Et en fait, c'était un peu lui qui choisissait des fois à ma place des choses. Et j'ai pas du tout aimé cette position dans laquelle j'étais. Mm. Et j'aimais pas du tout ce monde ça c'est du crossfit, ça c'est pas du crossfit. Ouais, mais quand on fait ça, machin, ça m'énervait en fait. En fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le crossfit, c'est s'adapter à toutes les situations. Donc tout est du crossfit. Et si demain j'ai envie de faire une épreuve à cheval, ce sera du crossfit en fait. Donc arrêtez de me dire ce que je dois faire et laissez-moi et aidez-moi plutôt que de voilà. Et ça, je l'ai très mal vécu au début et au fur et à mesure qu'on a eu de la crédibilité, ça s'est apaisé. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens relèvent, qui viennent notamment du monde de l'extérieur comme toi. J'ai eu une interview avec Rudy Koya il y a peu, donc au moment où on enregistre, pour dire aux auditeurs, c'était la semaine dernière qu'elle est sortie, où il disait qu'il y avait un côté un peu sectaire aussi du CrossFit à une certaine époque. Aujourd'hui, moi, je trouve que très réellement, en tout cas de mon expérience, de ma propre expérience, c'est moins le cas. Mais c'est vrai que tu nous en parles, tu es le deuxième à nous en parler, en tout cas sur cette saison 3 de Drop In. Il y a eu un moment où c'était très compliqué de s'intégrer dans la stratosphère CrossFit, en fait. Complètement, complètement. C'était difficile. C'était tenu, j'en sais rien si c'était tenu par ou, mais en tout cas, on avait l'impression qu'il y avait ceux qui savaient et ceux qui savaient pas. Mm. Parmi ceux qui savaient, même entre eux, ils n'étaient pas d'accord en fait. Mais je te Ouais. parle de ça à Toulouse avec certains partenaires, mais même au sein même de Tarbes où on avait 3 box, il n'y en avait pas une qui s'entendait sur la façon de faire. Et d'ailleurs, ils s'entendaient pas du tout. D'ailleurs, je pense que c'est assez classique. Tu as un premier gars qui ouvre une box, puis après il y a un des gars qui était chez lui qui ouvre la deuxième, et du coup, bah, il s'embrouille parce qu'il est parti avec des adhérents. Bon, on a vécu un peu ça, mais en effet, ça s'est énormément apaisé, je trouve, ces 5 6 dernières années. Aussi parce que le CrossFit grandit, et puis parce qu'en fait, à un moment, je pense que les owners, ils ont compris un truc, c'est que tu pouvais être le plus grand puriste du monde. Ton objectif, c'est quand même d'avoir 300 400 adhérents pour essayer déjà de vivre de ce que tu fais, de ta passion, et qu'en fait, 90% des adhérents, ce sera jamais des puristes. Et c'est juste des gens qui font ça à côté pour le plaisir, pour être en forme, mais aussi pour passer un bon moment. Pas pour qu'on leur dise ça c'est un snatch, ça c'est pas un snatch, ça c'est reps, ça c'est no reps. Non, ils sont là pour s'amuser en fait. Et je pense que ça, voilà, au début, tout le monde était. Enfin, c'était des vrais passionnés qui ont créé les premières box. Et je pense qu'au début, ils voulaient vraiment. Mais je pense que ça vient aussi de la marque CrossFit, qui voulait Ouais. cet état d'esprit ultra puriste, à la Ouais, dure. très passionné. Très passionné. Et des fois, la passion emporte sur la raison. C'est un dicton qu'on a tous entendu au moins une fois. Et c'est vrai que peut-être à cette époque-là, c'était en tout cas plus présent. Ok, c'est intéressant de voir ça et de voir cette évolution qui a existé pendant plusieurs années, puisque du coup, mine de rien, donc c'est 8e édition, effectivement, je me reprends. En plus, j'ai la page Instagram devant vous, donc je suis impardonnable. Voilà, je l'ai à ma gauche et j'ai dit 9, mais c'est peut-être parce que je me suis planté avec les dates aussi, mais on va en reparler des dates plus tard. Un autre chose que je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure,
un parc des expositions qui trouve un événement comme le vôtre bien pour cette époque-là, c'est fou. Parce que pour avoir discuté avec d'autres organisateurs de compétition, beaucoup disaient, par exemple, je cite notamment les Mayans Rodan, je sais que quelqu'un m'en avait parlé, mais là-bas, il leur avait dit, ta compétition de bodybuilder complètement dopé, enfin nous, on n'en veut pas, tu vois, chez nous. Et un parc des expositions qui se dit ah ça il y a quelque chose à aller chercher, c'était très novateur pour l'époque quand même. C'était Mathieu que tu citais tout à l'heure a eu une très belle idée et en plus de ça il s'associe donc il met des parts là-dedans et il risque aussi un peu son parc des expositions. C'est impressionnant de partir là-dedans en vrai à cette époque-là. Ouais, complètement. Alors, clairement, enfin, à un moment, tu parlais des institutionnels. En effet, quand j'ai été voir l'office départemental des sports, etc., ils m'ont dit il n'y a pas de fédé, on ne suit pas, bon, on ne connaît pas trop, machin. Mais après, ouais, c'est aussi Mathieu. Mathieu, c'est quand même un sacré personnage. C'est quelqu'un d'assez visionnaire. Ça fait longtemps qu'il est au parc des expositions. Il a une vision jeune et il est jeune. Il doit avoir 40 ans, Mathieu. Mm. Et en fait, il part du principe que tous les nouveaux concepts qui rentrent peuvent faire du bien. Et lui, son boulot, c'est de faire vivre le parc des expositions. Et si tous les week-ends de l'année, il y a un événement sympa dans son parc, que ce soit du bodybuilding, parce qu'on en a même parlé à un moment, de faire du bodybuilding, et c'est peut-être le seul truc que je voulais pas faire. Euh, mais que ce soit ça, là, il a créé un salon Made in France, il accueille un salon du geek, etc. Voilà, Mathieu a cette vision qui est de dire, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et en fait, la première édition l'avait tellement surpris que derrière, il s'est dit, il y a un potentiel. Et ouais, on y va ensemble. Et comme ça, le parc, il vit. Et en même temps, on fait un truc de bien. Et tout ça, en plus, à la fin, ça a des répercussions localement sur la ville. Parce qu'il y a Ah des oui. personnes qui viennent. Donc c'est cool. Et j'avais un autre truc à dire par rapport à tout ça, mais je me le suis perdu. Donc peut-être que ça me revient. Bon, écoute, ça va peut-être te revenir effectivement. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis, notamment sur localement. On le voit quand tu as des grosses compétitions de CrossFit, notamment Laval, ou par exemple, pour changer un peu des Mayennes, j'avais fait les French l'année dernière, notamment à Montpellier. Tu sentais que le prix des réservations Airbnb, par exemple, ça explose. Donc oui, ça fait vivre toute une économie aussi. Et puis, comme tu dis, c'est 1000 personnes qui arrivent. 1000 personnes, ça commence quand même déjà à être une belle compète. On ne parle pas des supporters en plus qui peuvent venir à côté, des spectateurs. Waouh, ça fait du chiffre d'affaires et ça, c'est bien que les communautés aussi l'entendent. Mais bon, là, on a beaucoup parlé de la première année, mais du coup, tu nous disais tout à l'heure 35 000 euros de déficit, enfin, du coup, de ta poche plutôt que de déficit ou de perte, mais de ta poche. Comment tu peux te dire, j'y retourne pour. Enfin, du coup, tu as laissé 2 années pour encaisser un peu la perte, mais comment tu te dis, vas-y, j'y retourne, ça va me coûter encore, mais j'y retourne. Qu'est-ce qui t'a fait donner cette envie de repartir? Déjà, quand tu sors de la première année, que c'était, je crois que j'ai failli faire un malaise le dimanche à 17h parce que Waouh. j'étais à la fois speaker, organisateur. Le samedi soir, j'avais fait venir Offenbach, donc on avait fait une soirée DJ, j'avais fini à 5h du mat. Enfin, j'avais voulu beaucoup trop en faire, la fougue de la jeunesse et puis aussi l'inspiration des événements que je vivais moi dans les sports de glisse où tu fais ta compète, tu fais la fête, tu refais la compète, ça allait avec, sauf que là c'était beaucoup trop surdimensionné pour moi. Mais malgré tout, ça avait été un vrai succès. On a eu beaucoup de monde la première année, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ça et c'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait. Enfin, j'ai pas monté. Parce que oui, on n'a pas trop mis le contexte, mais Breakout Company, une agence de communication et d'événementiel. Et dans la partie événementielle, j'ai toujours voulu créer des événements à impact. Au-delà des petites soirées que je pouvais organiser dans les bars en bas de chez moi et tout ça, mais je voulais faire des gros événements et là, j'avais mis le pied dedans. La main tendue de Mathieu a continué à me motiver parce que je savais que j'avais beaucoup moins de chances de perdre de l'argent. Et Mm. en même temps, à ce moment-là, je ne pouvais pas me le permettre. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai fini de rembourser le prêt associé à cette perte il y a 1 an et demi.
et je suis ravi, tu vois, c'est cool. Mais, Tu mais m'étonnes. j'ai eu un banquier complètement dingue qui m'a prêté 35 000 euros de trésor pour m'aider à financer ça, alors que j'avais 1 an et demi de boîte, d'activité. Et j'ai Ouais, mis, et ce qui est très dur aussi, pardon, c'est que j'ai mis 1 an à payer dans son intégralité la Prestadloc de Fit and Rack, par exemple. ouais. Et ouais, quand tu te relances, tu te dis attends, parce que quand même, ben là, avec eux, j'ai pas des super relations. Ils m'ont couru après pendant 1 an pour que je les paye. Je l'ai fait. Des fois, je m'engageais à le faire dans 1 mois et c'est vrai que ça a plutôt été 2. Des fois, j'ai pas répondu au téléphone parce que j'étais mal à l'aise. Et ça avec eux et puis avec des fois d'autres personnes. Donc, on se dit, ok, on y va, mais par contre, ça va être chaud parce qu'on s'est mis une petite épine dans le pied quand même avec la première édition. Et puis finalement, en fait, la deuxième a été un super succès, encore plus colossal. On l'a fait dans un plus grand hall, on avait beaucoup plus d'athlètes. Donc non, en fait, j'avais envie de ça. Et puis j'avais envie de faire grandir un événement en partant de zéro. Ouais. Mais tu vois, moi, ce que je trouve important à souligner, je t'en ai parlé avant qu'on démarre l'épisode, donc je sais qu'on peut en parler, c'est qu'il y a beaucoup de compétitions, c'est des associations. C'est souvent comme ça quand on crée des gros événements, notamment des gros festivals, c'est souvent des associations à but non lucratif ou des choses comme ça. Ça permet une sécurité aussi aux gens et ils s'engagent un peu moins financièrement. Toi, tu as engagé quand même ta société à cette époque-là. C'est important de le dire quand on sait que comment c'est dur d'entreprendre en France aujourd'hui, de pouvoir bien s'en sortir. Au bout d'1 an s'engager, là chapeau parce que fallait avoir, pardon je vais le dire très crûment, mais une paire de couilles importante parce que là ça peut être ton avenir et potentiellement ta boîte elle peut fermer le lendemain à cause de ça. T'avais engagé ces risques-là, tu t'en étais rendu compte quand même que ça pouvait peut-être être plus compliqué que ça? Je pense que je n'en avais pas conscience. Tu sais, j'avais 26, 27 ans. Ouais. J'avais, je fais partie des gens bénis, je dirais, qui ont pu monter leur boîte avec 2 ans de chômage devant eux. Et l'entreprise que je montais ne nécessitait aucun investissement. Donc en Mmh. fait, j'ai démarré, j'avais du chômage et allez, j'ai acheté un téléphone et un ordinateur tout neuf. Mais si ça m'a coûté 2 000 € le démarrage de mon activité, c'était pas grand-chose. Et puis j'avais, au-delà de ça, alors c'est vrai que une certaine arrogance peut-être aussi à cette époque et l'impression que j'étais intouchable et que de toute façon je pouvais réussir tout ce que je voulais si j'y mettais l'énergie nécessaire. Bon, la réalité, c'est que 10 ans après, j'ai toujours ce sentiment-là, mais avec beaucoup plus d'humilité. Et en même temps, j'ai fait du chemin et il y a eu des moments très durs et des moments où les risques ont été encore plus gros que celui-là. Mais je pense que je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là et j'avais juste envie d'avancer. Et de toute manière, le risque était très faible. J'avais 27 ans, j'avais rien. Mmh. J'avais ma voiture d'étudiant, mon téléphone et je pouvais faire tout et n'importe quoi. Je m'en foutais. Enfin, ça allait le faire. À un moment, ça allait payer. Ça fait 10 ans que je dis ça, ça va payer, ça va payer. Mais voilà, donc oui, j'ai eu du courage, mais pas tant parce que c'était pas. Ouais, c'était un C'est- pari un peu gambler comme on dit, mais finalement c'était quand même gagnant-gagnant à la fin, quoi. Ne Oui, serait-ce que ça a payé et c'est cool. ouais, Mais je pense qu'au-delà du courage, j'y suis allé avec beaucoup d'insouciance. Voilà, ouais. voilà le mec 10 ans plus tard. Tu vois, il y a 10 ans, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit ouais, ouais, moi je suis un fou. De toute façon, je vais y arriver. Non, là, aujourd'hui, je te dis, j'étais complètement insouciant. Et puis si ça avait dû planter, ça aurait planté. Je sais pas. Ça a marché. Puis ma banque, il me fait un prêt, je sais pas pourquoi, pour rembourser une dette, ce qui est n'importe quoi dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais l'impression que tout était possible et il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Ouais. Et finalement, est-ce que ça a pas été aussi, pour ta boîte plus tard, bon, c'est pas le sujet évidemment de l'épisode d'aujourd'hui, mais je me pose quand même la question, une belle, une belle mise en avant de ce que tu sais faire, de ton travail et est-ce que ça a pas été un petit podium, un petit piédestal pour montrer ce que tu savais faire et peut-être, sur d'autres sujets à côté, pouvoir organiser d'autres choses? Complètement. Il faut savoir qu'on a été en perte, je pense, les 4 premières années des Breakout Programmes. D'accord. La 4 premières éditions, tu vois, on est à la 8e là. Pour tous ceux qui me disent, qui m'ont dit, tu te gaves, on le sait et tout. Bon, déjà,
le résultat positif qu'on a fait en cumulé sur cette édition rembourse à peine les pertes qu'on a fait sur les 4 premières. Donc je me gaffe pas, ça c'est certain. Par contre, il y a une réalité, c'est que chaque édition m'a apporté du business indirectement Hmm. pour l'agence. Et ça, c'était ma réalité, jusqu'à même, tu vois, alors, assez indirectement. Hein, nous, on travaille beaucoup avec Keolis, les transports en commun. Et en fait, ça a démarré avec la responsable marketing de la branche de Keolis à Tarbes, qui aimait le CrossFit et qui connaissait l'événement. Et en venant à l'événement, elle s'est renseignée sur l'agence. Et le jour où ils ont eu besoin, ils m'ont appelé. Euh, Ça, aujourd'hui, c'est notre plus gros contrat. C'est un contrat monstrueux qui a complètement changé la face de Breakout Company, agence de com. Et ça serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu cet événement. Et au-delà de ça, même en termes de notoriété en local, d'impact local, bah, tu vois, d'un coup, tu es connu des institutionnels, de la mairie. Moi, aujourd'hui, je fais partie de l'équipe des élus de la mairie. Et je pense que le fait d'avoir organisé cet événement joue, parce que du coup on m'a repéré Hmm. et on m'a proposé de faire partie de l'équipe parce que je faisais ça. Et du coup, non, ça a plein d'impacts indirects à côté, ça c'est certain. Voilà. Ouais, ça a plein d'impacts indirects, mais attention, faut que je préviens à tous ceux qui entendraient ton discours et qui se disent ah vas-y je tente. Faut que ce soit une réussite quand même, parce que les breakouts, je crois que la première édition c'était déjà, comme tu disais tout à l'heure, une belle réussite. Les éditions d'après c'était encore mieux, et puis au fur et à mesure vous avez réussi comment dire, à égaliser le truc et faire en sorte que bah, vous soyez à l'équilibre déjà, C'est vrai. peut-être même en bénéfice. Donc ça c'est hyper cool, et de voir que ça avance dans ce sens-là, c'est top. Ça, c'est bien de le souligner. Bon, et si on retourne un peu sur la compétition, Ouais. c'est quoi les ambitions des breakouts Rodan? Parce qu'on va en parler, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que du CrossFit notamment sur cette compétition-là, on va les voir tout à l'heure. Mais c'est quoi vos ambitions? Je crois pas que ce soit d'être le top des compétitions en France dans le sens élitisme. Le but, c'est d'être une top compétition de monsieur et madame tout le monde, que tout le monde peut essayer de faire et prendre du plaisir en allant là-bas, c'est ça? Ouais, tu l'as très bien dit, hein, c'est ça. Et puis c'est assez marrant parce que chacune de tes questions me ramène à chaque fois à la première édition. C'est assez fou parce que dès la première édition, ma volonté, c'était de faire une compétition à grande échelle, Ouais. mais pour tous les compétiteurs, parce qu'il faut savoir que il y a 10-9 ans, quand il y a 10 ou 9 ans, quand on a démarré, euh, les grosses compétitions, c'était avec pré-qualif. Donc il Mm. fallait absolument faire des watts chez soi et avoir un score suffisant pour pouvoir participer à la finale et donc vivre l'événement majeur. Et nous, on a pris le contre-pied de ça et on s'est dit non, nous, c'est sans pré-qualif, premier inscrit, premier servi. Et surtout, j'appellerai pas les élites. En fait, on a fait le contre-pied de beaucoup de compétitions qui disaient l'élite, c'est bien, c'est l'image, ça va apporter du monde et tout ça. Non, on s'est vite rendu compte, en tout cas, c'était une réalité il y a 10 ans et ça allait peut-être un peu moins aujourd'hui, mais je pense que ça allait toujours. Je pense pas que je vais avoir la France entière qui va se déplacer à Tarbes pour venir voir un athlète CrossFit. Aussi passionné qu'on soit, pour aller rencontrer un athlète ou le voir woder, je crois pas que ce soit le truc qui fait que tu vas traverser la France. Et nous, on voulait vraiment faire une compétition à grande échelle, mais pour tous ceux qui pouvaient jamais en faire, en fait, physiquement, ou qui devaient se contenter des compètes dans les box, entre guillemets. Et sans dénigrer les compètes dans les box. Hein, et donc ça, c'était notre vision dès le début. Et pour pouvoir financer ça, il fallait qu'on organise un vrai salon. Et donc, on a fait rentrer d'autres disciplines. Et dès le début, on avait du fitness. On avait des cours fitness sur une scène. J'avais les Smills, pour ceux qui connaissent. On avait du street workout. Voilà, on a eu Zumba pendant quelques années en partenaire officiel de l'événement, qui profitait de l'événement en plus pour former ses coachs français. Donc c'était assez énorme, c'est-à-dire qu'il y avait des cours qui étaient donnés et après ils partaient dans une salle à une quinzaine de personnes et ils faisaient la formation Zumba, tu vois. J'étais en contact avec, j'ai plus son prénom, qui vit à LA, quoi. Donc je dealais avec la meuf de chez Zumba, outre-Atlantique, c'était incroyable. Et en fait, de rajouter toutes ces disciplines-là, ça permettait de remplir le salon, d'avoir une meilleure rentabilité et d'aller chercher plus de monde. Et en même temps, ça
apporter de la visibilité au fitness. Et donc, des fois, on me reprochait d'être au CrossFit, pardon. Donc, des fois, on me reprochait d'être trop fitness, des fois, on me reprochait d'être trop CrossFit, mais la réalité, en fait, c'est que les deux s'apportaient sur l'événement. Bon, au final, on est quand même plus CrossFit que fitness aujourd'hui, parce que le fitness a un peu perdu, je trouve. Et en fait, le problème du fitness, c'est que c'est pas un sport de passionné. Donc, c'est pareil, tu vas pas traverser la France pour aller faire un cours de Zumba avec je sais pas qui. Donc, finalement, aujourd'hui, on accueille d'autres disciplines qui sont des disciplines de niche. Et là, c'est top, tu vois, on a du strongman, ça fait 4 ou 5 ans qu'on a les championnats de France de strongman. La première année, ils sont venus, ils étaient 20. Là, en mai, ils étaient 80, quoi. Ah On a ouais, le bras de fer. Depuis ouais. cette année, on a le kettlebell juggling, avec qui on est en train de travailler pour créer, pour monter un dossier pour accueillir la Coupe du Monde de kettlebell juggling. Alors ouais, c'est Ouais. ultra niche, c'est ultra machin, mais c'est très spectaculaire, c'est super sympa, c'est accessible. Tu vois, les mecs du KB juggling, ils ont fait des initiations tout le week-end et les visiteurs testaient et tout. C'était cool. Le bras de fer, c'est la même chose. Le strongman, c'est ultra spectaculaire. Moi, j'ai plein de gens à Tarbes qui font pas de crossfit, pas de fitness et qui viennent chaque année pour voir les strongman notamment. Donc voilà, et en fait, en amenant toutes ces disciplines-là, on a créé plus qu'une compète de functional fitness. Je dis crossfit depuis tout à l'heure, mais je devrais peut-être pas. Ça pourrait me retomber dessus. Si. Non, tu peux y aller. Ok. Mais en tout cas, plus que ça, c'est vraiment devenu un festival autour du sport, du dépassement de soi, de la transpiration aussi un peu. Et voilà. Et donc, l'ambition de cet événement, c'est ça. C'est les 90% de crossfitters qui sont dans les salles et qui n'ont pas d'ambition professionnelle dans la discipline, qui puissent vivre une belle compétition comme s'ils étaient en élite. Voilà. C'est ça, c'est mon seul objectif. Et du coup, c'est colossal parce qu'on a deux floors. Cette année, on avait deux zones d'échauffement. On a une Ah zone ouais. d'échauffement qui faisait 400 mètres carrés quand même. Une autre qui en faisait 250, alors qui n'était pas folle, j'avoue. Mais elle avait le mérite d'exister. Donc on a une zone d'échauffement par floor. C'est quand même incroyable, tu vois. Je sais pas, chaque année, on en rajoute. Chaque année, on essaie d'aller plus loin. Et ouais, il y aura toujours plein de petits défauts, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on est plein de bonne volonté. Donc voilà un peu. Et ma vision pour les breakouts, c'est de continuer comme ça. Mais j'ai le sentiment d'avoir fait un peu le tour. Hmm. Euh, D'une année sur l'autre, même si on innove sur ci, sur ça, qu'on va chercher des trucs, qu'on améliore ci, ça. Là, c'est plus des curseurs qu'on touche, on n'est plus en train de créer, entre guillemets. Et c'est pour ça que l'an dernier, j'ai initié le lancement d'un festival de films autour de la discipline CrossFit. Et ça pourrait presque être un festival de films de la résilience, je pense. Et ça, j'y crois très fort. Et j'ai l'ambition de faire grandir ce festival, déjà pour valoriser tous ces mecs qu'on a payés au lance-pierre et qu'on continue de payer au lance-pierre sur nos compétitions, j'en suis conscient et on fait vraiment de notre mieux, qui sont passionnés par leur métier et par la discipline et qui ont envie de produire. Et en fait, en commençant à les récompenser, on va donner de la visibilité à leur travail et c'est en donnant de la visibilité à leur travail que les marques iront mettre des budgets parce qu'ils verront un intérêt à créer des docus, à faire des vraies réalisations, à innover au travers de l'image, du son, du storytelling, etc. Et ça, en fait, c'est ce que j'ai vécu moi dans le monde du ski freestyle, que j'ai adoré. Et je suis en train d'essayer de le donner à ce monde-là et de le faire vivre avec mes petits moyens, malheureusement. Si j'avais plus de moyens, je pense que ça serait encore plus gros, plus vite. Et puis aussi avec la conjoncture, voilà, il n'y a pas encore trop de marques positionnées sur les docus et tout ça. Donc voilà, on veut développer ça. Donc cette année encore, en 2026, on accueillera un festival du film et j'invite tous les réals vidéo qui écoutent cet épisode à me contacter parce que j'aurai plaisir à diffuser leurs films et même à les inviter chez nous, à les accueillir, etc. pour présenter leurs films devant leur public avec l'athlète qui est mis en scène et tout. Voilà. Ah, je trouve ça génial. Moi, je cache pas mon appétence pour les documentaires. J'ai d'ailleurs eu la chance de participer et donner ma voix pour un documentaire pour Puma, celui de Lucas Eusé qui était fait par Nelson Tosso, d'ailleurs, qui est un monstre de vidéo que j'adore. C'est un ami aujourd'hui.
Il y a plein de grands vidéastes CrossFit en France, donc c'est vrai que c'est cool. Je sais que ça existe un peu, notamment dans les pays plus anglophones. Les Américains en ont un notamment. Donc moi j'adore ces initiatives et c'est vrai que c'est grave cool. Mais pour le coup, moi je suis désolé, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu cites les disciplines strongman, il y a de la force, du bras de fer, il y a des crossfitters et tout. Je suis désolé, messieurs, dames, ça va peut-être en blesser certains, mais la foire aux monstres de guerre que ça doit être, il doit y avoir que des gens solides de partout, ça doit être impressionnant. Et le jeu que je m'amuserais sûrement à faire si j'y vais, c'est ah, lui il fait de la force athlétique, lui ça se voit. Ah, lui il fait du strongman. Et tu peux voir les physiques de tout le monde. Et c'est génial en fait d'avoir ce grand rassemblement. Et en plus de ça, un truc qui est cool, c'est que potentiellement ça garde les gens aussi sur le site. Parce que certains crossfitters qui font leur compétition, ils peuvent aller voir la compétition de strongman à côté. Du coup, ça veut dire que pour le village partenaire, ils consomment plus. C'est une brillante idée que tu as eue à l'époque. Ça, tu l'as eu quasiment dès le départ, tu disais, c'est ça, hein, quasiment dès la première édition en fait. Ouais, tout à fait. Alors, merci. Je ne sais pas si c'était une brillante idée. En tout cas, c'était nécessaire à la survie du modèle économique de Ouais. l'événement. Et puis, en fait, et en même temps, je trouvais ça génial de créer un truc où on allait rassembler des disciplines. Et oui, c'est moi qui ai appelé Henri de la Fédé Strongman. J'ai profité d'un aller-retour à Paris pour le rencontrer, manger avec lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que je l'oublierai jamais. Ils m'ont emmené dans un restaurant asiatique à volonté. Donc je te laisse imaginer, tu es avec 3 strongman à table dans un truc à volonté. Je pense que le patron, quand il les voit arriver, à chaque fois, il doit se dire ah, putain, ce soir, on n'est pas rentable. Et c'était le repas le plus long de ma vie. C'était assez fou. Et je me trouvais tout petit. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais une photo avec Henri, je me trouve minuscule. C'est très rigolo. Et oui, c'est cool. Et c'est cool parce que ça attire pas que des gens qui font du CrossFit. Et c'est cool aussi parce qu'au final, on a réussi à garder quand même un esprit. Euh, Il n'y a pas de gens bodybuildés. Mm. T'as pas de gens qui ont un physique qui a pas l'air naturel. Alors oui, il y en a qui ont des physiques massifs, impressionnants, mais je trouve que ça donne envie d'eux. Ou alors on va se dire, bon, ok, j'y arriverai jamais, mais je peux essayer d'eux. Si lui, athlète, master, 55 ans, il a ce physique-là, pourquoi moi, 36 ans, en fait, je pourrais pas l'avoir, quoi. Mm. Et on reste sur des physiques assez naturelles. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. À un moment, on avait du fitness. Je me souviens, une année, tu sais, j'ai quand même payé Adrien Laurent pour venir sur l'événement représenter, tu vois. C'est quand même assez rigolo de voir ce qu'il fait maintenant. Moi, je l'ai rencontré au début où il commençait à être influenceur fitness, tu vois. Et il était venu chez nous à table et je l'avais trouvé d'ailleurs très cool, très, très sympa. Mais là on était presque sur le bodybuilding. Et non, en fait, tu viens, il n'y a que des gens en fait qui font du sport et avec une intensité peut-être plus importante que d'autres. Mais tu as aussi plein de gens qui font la compète et qui ont pas des physiques de dingue et qui s'amusent. Et le fait de mélanger les disciplines comme ça, c'est cool parce que ouais, entre deux watts, tu vas voir une étape du championnat de France de strongman. Tu vas te tester au bras de fer. Moi, j'ai un copain qui a fait la compète de CrossFit et qui a le titre de vice-champion de France de kettlebell juggling depuis mai 2025. Parce que du coup, il n'y avait pas grand monde. C'est encore une discipline très nichée. Et du coup, ben, il y avait n'importe qui pouvait s'inscrire. Et ben, il s'est inscrit et il est second. Voilà, c'est ça qui est cool, quoi. Tu vis plein de trucs. À côté, tu as le street workout avec je me perds les prénoms, c'est horrible. Avec Karl qui hurle dans son micro, avec du gros rap US, qui fait venir le club de hip-hop de Tarbes. Enfin, tu sais, c'est ouf, ça va dans tous les sens. Et moi, je trouve ça génial, ça m'excite. Et si j'avais fait qu'une compète de CrossFit, je pense que je m'ennuierais vraiment de fou maintenant. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais ça doit être génial, toute cette émulsion qu'il doit y avoir sur le village, doit y avoir beaucoup de monde. Comme tu dis, beaucoup de spectateurs aussi, des gens Ouais. qui découvrent pas, enfin qui découvrent, pardon, et qui connaissent pas le sport en général. Euh,
D'ailleurs, toi, de cette expérience-là, les gens, les spectateurs qui viennent, tu le disais tout à l'heure, ils ont l'air d'avoir beaucoup allé sur le strongman parce que c'est impressionnant. Mais est-ce qu'ils arrivent à aller sur les autres disciplines? Est-ce qu'ils vont voir un peu tout le monde et tout ça? Parce qu'on en parle souvent, mais le CrossFit, on le dit très régulièrement, c'est pas lisible. Enfin, c'est moins lisible que d'autres sports. C'est compliqué à comprendre quand on y arrive. Est-ce que les gens, ils arrivent un peu à aller sur toutes les stations et toutes les compétitions qui existent? Ouais, les gens, ils vont partout. Déjà, il faut savoir que la façon dont est fait l'événement, maintenant, on est sur 3 halls quand même. Donc, quand tu arrives, tu traverses un premier hall, il y a un floor de CrossFit avec une compétition qui dure toute la journée, avec des watts toute la journée. Donc, déjà, tu arrives, tu es obligé de voir de la compète de CrossFit. Ensuite, tu traverses un second hall, tu as le festival de films. Et là, tu vois des images de gens qui font du CrossFit. Donc, déjà, ça commence comme ça, l'event. Et après, tu sors du hall et là, tu traverses un espace extérieur et puis tu rentres dans le dernier hall qui est immense, qui fait 5500 mètres carrés, je crois. Et là, ben, il y a à ta droite la zone d'échauffement de CrossFit. Devant toi, tu as, t'as le bras de fer. À gauche, t'as le street workout. Si tu vas un peu plus loin, tu as le strongman. Et puis tout à gauche, au fond du hall, tu as le gros floor avec les gradins et tout ça. Et oui, les gens vont partout. Et puis après, tu as des discours qui varient. J'entends beaucoup, oui, bien sûr, les gens, oh là là, ouais, ils sont fous, hein. Ouais, ça j'entends. Parce que oui, ça manque de lisibilité et quand t'es pas du milieu, tu vois juste un mec acharné sur une barre là ou qui fait des tractions comme un porc et tu comprends pas forcément. Mais malgré tout, c'est tellement esthétique et tellement beau. Tu vois, tu parlais des physiques, tu disais ça doit être un sacré festival de Golgoth. En fait, tu vois des gens en forme, Hmm. beau. Déjà, esthétiquement, c'est beau, que ce soit les hommes, les femmes. Alors après, on n'aime pas. Il y a toujours ceux qui vont critiquer les femmes trop musclées, etc., qui vont pas aimer. Mais la réalité, c'est que tu peux pas nier, que tu t'y connaisses ou pas, tu peux pas nier un truc, c'est que ces gens-là, ils font envie. Si toi, t'es pas là-dedans, t'aimerais bien avoir la pêche comme ça, en fait. Donc, ils vont partout, ils regardent tout, ils se renseignent. Et je suis persuadé que les salles de CrossFit, voit une augmentation du taux de visite à terme en tout cas, et du taux de drop-in, de test en tout cas, au mois de mai. J'en Hmm. suis sûr, je n'ai jamais posé la question, ça me vient là, j'y pense là, mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui, après être venus sur l'event, ont essayé. Je connais plein d'accompagnants qui s'y sont mis. Voilà, donc ouais, ils vont partout et en plus ils peuvent essayer. Donc ça c'est cool. Ça, c'est génial. En vrai, bon voilà, on a fait un gros axe là-dessus parce que moi je trouvais ça cool quand avec Kevin on s'est eu pour préparer l'émission, il m'a parlé de ça. J'ai dit mais attends, mais c'est génial en vrai. Moi j'adore, je trouve ça trop cool en fait de mettre tous ces sports-là en avant. Il y en a beaucoup aussi que j'aimerais couvrir un peu plus en tout cas, notamment le strongman et le bras de fer. Mais ça on en reparlera. Le street workout aussi peut-être un peu parce que ça me passionne tous ces sports évidemment. Mais si on doit se concentrer un peu plus sur la partie CrossFit, Ouais. je sais que les gens quand ils sont là comme ça ils nous disent mais attendez, vous dites depuis tout à l'heure que c'est accessible à tout le monde, que on peut le faire. Eh ben on va vous le prouver. Déjà moi ces formats que j'aime beaucoup, c'est des teams. Bon, j'adore la team en CrossFit, je trouve ça génial. Déjà bravo, pas d'individuel. Et des teams hommes-femmes et des teams hommes-hommes de 2 personnes. Pourquoi avoir choisi ce format-là? C'est quelque chose qui t'avait plu? C'est une inspiration que t'avais vue quelque part ou ça s'est fait avec le temps finalement de prendre que des teams de 2? Première année, on a fait de l'endiv. Ok. Il faut savoir qu'à la première année, 168 athlètes. Je garderai toujours ce chiffre en tête. J'avais 250 places, j'en ai 168 qui s'inscrivent. Et je me souviens avoir validé l'inscription de quelqu'un le jeudi avant l'événement, Ah oui. que je ne ferai plus jamais. Aujourd'hui, on en a 720. Et d'ailleurs, on en a 720 depuis de nombreuses années. On n'a pas augmenté parce que ce serait au détriment de la qualité de Hmm. l'événement. Euh, euh, Mince, j'ai perdu ta question du coup. Est-ce que la team de 2 du coup ça a été une évidence au bout d'un moment? Du coup, en fait, je trouvais ça cool. L'individuel, c'était chouette, mais c'était très limitant aussi pour nous en termes de potentiel de croissance. Hmm. Tu vois, depuis tout à l'heure, à chaque fois, je te parle économique, modèle économique, etc. Euh, mais je vais continuer comme ça d'ailleurs. Déjà, je trouvais que le team de 2, ce qui était cool, c'est que l'expérience, elle est plus sympa. Hmm. D'autant plus avec la cible qu'on vise. Moi, j'ai des gens, ça fait 6 mois qu'ils font du CrossFit, ils s'inscrivent au breakout. Alors non, ça fait peut-être un peu plus de 6 mois parce que quand ils s'inscrivent, non, ça fait 6 mois qu'ils en font et ils prennent la décision de s'inscrire.
C'est-à-dire que quand ils arrivent chez moi, ça fait 1 an qu'ils font du CrossFit, ils viennent à peine de commencer et ils le font. S'ils étaient en indiv, je suis pas sûr qu'ils le feraient. Tu vois? Ouais, Quand tu es à deux, c'est plus sympa. ouais. Il y a toujours l'autre qui peut compenser un mouvement. Tu vis le truc ensemble. C'est une expérience chouette. Sportivement aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un peu de stratégie. Dès que tu passes en team de 3, 4 et tout, les stratégies, elles sont plus complexes. Tu perds encore plus en lisibilité et c'est moins cool. Et après, il y a l'aspect économique, en effet, aussi. C'est que, en fait, ben, si j'étais en Indiv, je pourrais pas accueillir 720 athlètes, je pourrais en accueillir Mm. 360. Il faudrait qu'ils payent 300 ou 500 euros chacun pour que je sois rentable. Tu vois, donc ça marchait pas. Et Team de 2 aujourd'hui, en toute transparence, au mois de juin, en sortant de la 7e édition, s'est posé la question de changer. Parce qu'en Mm. fait, ça fait 4 ou 5 ans qu'on est bloqué à cette échelle-là. Et notre réalité, c'est celle-là. C'est aujourd'hui, si on veut accueillir plus d'athlètes, il faudrait qu'on ait un troisième floor en restant sur ce format-là. Et avoir un Mm. troisième floor, ça veut dire qu'il nous faut 30 juges de plus. On a déjà du mal à en avoir 60. Alors, s'il nous en fallait 90, Mm. c'est un risque monumental. Il y avait une autre solution, c'est se dire aujourd'hui, on a 15 lignes, est-ce qu'on n'en fait pas 20? Mais 20 lignes, ça veut dire qu'il nous faut 20 juges en plus. Parce qu'on a 2 floors qui tournent en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut 5 personnes par floor et 5 autres personnes pour pouvoir les remplacer. Donc c'est 20 juges d'un coup. 20 juges, 30 juges, c'est la même galère. Et c'est Mm. vrai qu'aujourd'hui, tu vois, une compète à 3 ou 4, en termes de modèle économique, elle est plus facile, plus facile à rentabiliser parce que tu as 3 personnes qui vont payer une inscription à une centaine d'euros, donc tu as déjà plus d'argent. Même si derrière, je suis bien conscient qu'en termes de matériel, il va falloir peut-être louer des trucs plus originaux, il va falloir plus de matos et tout ça. Donc finalement, ce modèle Team de 2, moi j'ai toujours cru, je l'ai toujours aimé, je le trouve chouette en termes de stratégie, en termes d'expérience athlète. Et tu vois, on s'est beaucoup posé la question au mois de juin. Et finalement, toute la discussion, elle a fini. On a fait un cercle et puis on est revenu au point de départ en disant ben Mm. non, en team de 2, tant pis pour le modèle économique. Parce que le team de 2, il est cool. Parce qu'en plus, ça nous différencie aussi pas mal. Il y a de moins en Oui. moins de compètes qui le proposent. Et au-delà de ça aussi, tu vois, j'ai impliqué Drumfit, qui est notre partenaire majoritaire, d'ailleurs, c'est même plus Breakouts Rodon, hein, c'est Drumfit Breakouts Rodon. C'est hyper important. Ça fait 4 ans qu'ils nous suivent. Ils nous ont fait une confiance de dingue. Moi, je suis trop content de travailler avec eux. En plus, ils nous font des trucs super. Toutes les éditions, c'est encore mieux ce qu'on a en termes de textile. Et Drumfit me disait aussi, ouais, mais tu vois, le team de 2, ça amène un truc en plus. Voilà. Mm. Donc, c'est pour ça le team de 2. Et pourquoi on n'a pas, parce que chaque année, on me le demande, et tu vois, ça, c'est un vrai sujet. Ouais, pourquoi vous faites pas les adaptatives? Ouais, pourquoi il n'y a pas les femmes-femmes? Ouais, pourquoi il n'y a pas les masters? Ouais, pourquoi il n'y a pas les masters plus? En fait, les gars, si vous voulez, moi, quand je fais déjà j'ai 2 catégories, donc homme-homme, homme-femme. On a Scale Inter RX, Mm. plus les masters, homme-homme, homme-femme. En fait, moi là, j'ai déjà, je sais plus combien de podiums, 18 podiums, je crois. Donc Ah oui. c'est 18 catégories à organiser, à orchestrer, à récompenser. Si je vais me rajouter de l'adaptatif, c'est pareil. Si je mets du femme-femme, ça me rajoute 9 catégories d'un coup. Et ainsi de suite, ou 9. Alors, je me trompe peut-être dans mes calculs là, c'est possible. Mais ça me rajoute beaucoup de bazar. Non, c'est pas 9, c'est 3 catégories, Ouais. 4 avec les masters. Mais voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est complexe. Et tu vois, je me permets de rebondir là-dessus, du coup, sur ce sujet-là, parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable. Un gars que j'adore, que je connais très bien, qui est sur Tarbes, qui fait toutes nos compètes. Il m'a bassiné pour qu'on mette les masters sur les breakouts pendant des années. On a mis les masters. Les masters, chaque année, on galère à remplir 2 lignes de 15 équipes. On met les masters, il est content. Ouais, non, mais les masters, j'espère qu'il se reconnaîtra s'il m'écoute, ça le fera peut-être rire. Les masters, mec, tu peux pas mettre cumulé 70, mais plus de 35 imposés.
Ok, bonne idée, on met plus de 35. Ça t'évite d'avoir un mec de 25 ans, un mec tu vois, de 55 ou de 45. Ok, on met les plus de 35. Ouais, trop bien, merci beaucoup Kevin. Cette année à Agen, il s'inscrit, je crois, en Inter ou un truc comme ça, ou en RX. Et il me dit, bah en fait, finalement, tu sais, en master, c'est pas ouf parce que les standards, c'est les mêmes que les Inter. Du coup, c'est un peu léger. En fait, on s'amuse vachement plus en RX. Le même. Julien, si tu m'entends, je t'adore. Et j'espère que tu as entendu ce petit truc-là. Mais voilà, et ça, c'est ma vie depuis 10 ans dans ce monde-là. Donc, en fait, à chaque fois, on veut faire plaisir là, et puis en fait, on se fait engueuler à côté, et où on fait des insatisfaits d'un autre. Et en fait, à un moment, on arbitre et on prend des décisions. Donc, team de deux, homme-homme, homme-femme, on n'a rien contre les femmes, c'est juste notre modèle. Hmm. Et si tu veux faire de l'adaptative, il y a des compètes qui proposent de l'adaptative. Si tu veux du price money, Nicolas, si tu m'entends, pareil, chaque année, tu me bassines avec ça. Si tu veux du price money, fais une compète où il y en a. Moi, il n'y en a pas et je t'ai jamais dit qu'il y en aurait. Voilà, et ainsi de suite. Femme-femme, il y a des compètes qui l'accueillent, et ainsi de suite. Voilà. Non, mais c'est bien. Alors, c'est bien de le préciser. Un truc que je remarque, et effectivement, mais ça, c'est bien que les athlètes aussi l'entendent, c'est que plus ta compétition elle a grossi, plus elle devient grosse, plus c'est difficile aussi de la bouger. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour l'expérience qui a été faite l'année d'avant, ou qui reviennent pour l'expérience qu'ils ont eu l'année d'avant, et tous ces gens-là qui ne communiquent peut-être pas sur les points qu'eux ils ont aimés et peut-être qu'ils ont adoré la compétition, bah, si tu leur changes des trucs, ça peut être aussi un peu bizarre. Donc vous voyez un peu le serpent qui se mord la queue pour les organisations de compétition. C'est toujours comme ça. Est-ce qu'on change un peu? Est-ce qu'on change pas? Et c'est toujours très difficile. C'est toujours des questions, mais compliquées. Pour faire un récapitulatif un peu de ce que tu expliquais un peu tout à l'heure aussi. Donc, tu l'as dit, il y a 4 catégories: RX, Inter, Master, plus de 35 ans, Scaled, donc en homme-femme, pardon. Et il y a quand même, parce que là, vous allez voir, c'est quand même pas mal. En team, 60 équipes en RX, homme-femme, 45 teams en homme-homme, 60 teams en inter pour les deux, 15 teams en master pour les deux, et 60 teams en scale homme-femme et 45 en homme-homme. Putain, ça en fait des équipes, hein. La vache, ça fait du monde, hein. Il y a du monde à s'occuper quand même. Ça fait 360 équipes et Ouais, c'est pas beau, 720. mais j'adore ce chiffre parce que c'est ma figure préférée en ski. Et Ouais. même aujourd'hui, 37 ans, j'arrive toujours à le faire. Et ouais, c'est 360 équipes, ça veut dire à peu près 24 vagues de 15 équipes. Et 24 Wow. vagues, quand tu veux proposer des WOD euh, concrets, avec une durée raisonnable, etc., ben 24 vagues, c'est vite 4 à 5 heures, voire 6 heures du même WOD sur un même floor. Voilà. Mm. Alors nous, on a l'avantage d'avoir deux floors qui tournent en même temps. Donc quand tu es athlète, t'attends pas 6 heures pour ton WOD suivant parce qu'en fait, tu en as un autre en même temps sur un autre floor. Mais c'est colossal en termes de logistique. C'est énorme. Et oui, tout à l'heure, je parlais des récompenses, des podiums et tout. Mais chaque nouvelle catégorie demande aussi des standards en plus. Mm. Donc, des changements de floor, du matériel des fois supplémentaire, etc. C'est pas que allez, j'écris femme-femme, ça me fait plaisir cette année. Non, derrière, ça a tout un lot d'impact. Et comme tu disais, oui, chaque année, on se dit on fait ça, on fait pas ça, on change ci, on change ça. Et en fait, la réalité, c'est que tu viens chercher une expérience au breakout, c'est celle-là. Après, oui, on prend des décisions de temps en temps qui peuvent faire aller. Je pourrais te parler de l'année où on est passé de 50 euros à 100 euros par personne. Mais en même temps, il était tellement temps qu'on le fasse Ouais. parce qu'on s'en sortait plus du tout. Et c'était ça où on arrêtait en fait. Mais ouais, les gens ont râlé et on a mis du temps à remplir cette année-là pour la première fois. Et pour autant, l'année d'après, en 3 jours, il n'y avait plus de place. Alors que Mm. c'était encore un peu plus cher. Mais voilà, c'est donc, ouais, tu prends des décisions et ces décisions-là, elles ont soit une implication logistique forte, soit une implication économique, etc. Il y a toujours des trucs. Et après, il y a aussi toutes les petites décisions qu'on a prises pour aller vers l'avant. Tu vois, quand on fait notre premier deal avec Drumfit, enfin moi, j'appelle Drumfit.
je leur dis quand même, les gars, je vous appelle, je voudrais vous proposer un naming, vous m'offrez tout le textile, c'est incroyable. Et en plus de ça, pour innover, je voudrais qu'on fasse short et t-shirt, parce que j'ai vu que vous avez un super modèle de short, donc je veux que mes welcome packs ils soient plus originaux, on va mettre short et t-shirt. Putain, ils me disent oui. Incroyable. Alors ils me disent oui, on a quand même un apport financier, mais qui est très en deçà de la valeur réelle des pièces qu'on offre. Faut quand même réaliser, Drumfit, ils produisent 720 ensembles short et t-shirt, plus à peu près 350 t-shirts pour nos bénévoles, parce que nos bénévoles, ils ont chacun 2 t-shirts, plus le staff et tout. Donc, ils produisent 1500, 1800 pièces pour la compétition. Ça a une valeur de pratiquement une valeur vente, revente, qui avoisine les 100 000 euros, quoi. C'est Ah ouais. colossal, c'est des chiffres de dingue. Alors oui, nous, on participe, on paye une partie de la tenue dans le cadre du partenariat, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait payer, je pense. Et ça, c'est vraiment énorme de la part de Drumfit de nous suivre comme ça, parce que sans ça, on ne pourrait pas proposer une tenue complète. Et tu Mm. vois, typiquement, l'année où on propose short t-shirt, bah, en fait, en voulant bien faire, tu avais une tenue homme et une tenue femme. Donc, les hommes, ils avaient un short homme et un t-shirt homme. Et je sais pas si tu as déjà fait des compètes, sûrement, du coup, tu as dû en faire plein. Mais tu sais, c'est toujours pareil. La meuf, elle sort son t-shirt et en fait, elle a un t-shirt unisexe comme tout le monde. Et là, on s'est dit non, pour les filles, on va leur mettre un shorty et une brassière, tu vois, c'était une brassière. Putain, j'ai des filles qui nous ont engueulé parce que c'était sexiste de leur mettre des brassières et qu'elles voulaient un t-shirt comme tous les autres. Mais en fait, moi, je voulais juste te faire plaisir et dire, je vois pas pourquoi on ne devrait pas s'adapter au fait que tu es une femme et tu me reproches de l'avoir fait. Et tu vois, ça, c'est pareil, à nouveau, c'est mon quotidien depuis 10 ans. Et du coup, bah, maintenant, on laisse le choix. Et donc, j'entends, tu vois, il y a des femmes, elles sont pas à l'aise en brassière et en shorty, tu vois, je suis Mm. d'accord. Mais nous, ça partait d'une super bonne intention, c'était de dire, je vois pas pourquoi on mettrait la même chose aux femmes et aux hommes alors qu'on n'a pas la même morpho et que potentiellement on va leur donner une tenue qui coûte 90 balles qu'elles vont pas pouvoir porter. Tu vois, je trouvais ça ridicule en fait. Donc, j'avais envie de bien faire et après, c'est pas la majorité qui s'est plaint, hein, bien sûr, mais tu as une dizaine de filles Évidemment. au moins, qui l'ont dit en tout cas, les autres l'ont peut-être pas dit, mais qui se sont plaints de ça. Et donc on a laissé le choix après, et c'est chouette. Mais voilà, donc chaque année, tu essaies de faire plaisir. Et des fois, en voulant faire plaisir, tu fais pas parfaitement plaisir à toi. Non, mais c'est bien, ça fait partie, tu disais tout à l'heure que vous aviez fait des erreurs, notamment, Bien sûr. on va en reparler aussi juste après, mais je voulais signaler que, pour parler un peu de Drumfit, bon, c'est des ensembles effectivement, je suis allé regarder vite fait sur le site pendant que tu me répondais, voilà, c'est les prix classiques. Moi, je sais que j'avais eu, Pierre Dorès de Zeta, qui pour les Mayennes nous avait dit que c'était, ce qu'il offrait enfin en tout cas ce qu'il donnait en dotation, c'était un manque à gagner pour sa marque, par exemple, s'il les vendait lui-même sur son site, de 192 000 euros. Imaginez que pour Drumfit, c'est peut-être pas les mêmes prix, mais c'est déjà, voilà, c'est aussi ça, hein, qu'il faut Ouais, voir. Et comme ils te font un prix, on imagine bien qu'il y a un manque à gagner pour eux, que ils avaient vendu autant de pièces sur leur site, ça aurait pu leur apporter quelque chose. Donc voilà, faut bien se rendre compte aussi de ça. J'aime bien remettre un peu les chiffres dans la tête des gens pour qu'ils se rendent bien compte de ce que des fois ils ont en compétition aussi. ouais, puis enfin, les gens, ils vont se dire, ouais, mais de toute façon, c'est un cadeau, ça coûte rien à personne. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Drumfit, ils ont un atelier à Montpellier, donc ils ont un loyer, Mm. ils ont une dizaine d'employés qui font de la couture toute la journée. Et en fait, quand ils préparent ces 1800 pièces, ils arrêtent de faire de la production rémunératrice pour le bien de l'événement. Et donc, pendant des jours, il y a des gens qui vont coudre, assembler les pièces, etc., gratuitement pendant plusieurs jours, plusieurs personnes. Donc c'est un manque à gagner sur la revente, mais c'est un investissement net en coût de salariés, etc., tu vois, qui est très dur. Enfin, moi, je ne peux pas chiffrer parce que je ne connais pas leur coût Bah non. de production, etc., mais en fait, ça implique toujours plein de choses. Et le jour où on arrête de mettre un short, ouais, les breakouts, c'est plus cher. En plus, il n'y a même pas de short dans le welcome pack. En fait, moi, la question que j'aimerais poser aux athlètes, c'est
vous vous inscrivez pour vivre une compétition ou vous vous inscrivez par rapport au contenu du Welcome Pack. Parce qu'en fait, moi, des compétitions, j'en ai fait toute ma vie dans plein de sports. On m'a jamais rien offert juste parce que je m'inscrivais. J'ai dû payer le t-shirt de l'event, ou je le gagnais parce que j'étais sur le podium. On m'a jamais rien mis dans un sac en me disant, mec, merci de t'être inscrit, incroyable. Et nous, on le fait, c'est devenu presque normal parce aux Games, Il le faisait. le font pour 60 athlètes, mais c'est pas du tout les mêmes implications. Et nous, on est là à devoir le faire pour des centaines d'athlètes, à faire produire des milliers de pièces. Il y a plein d'organisateurs chaque année qui négocient avec toutes les marques françaises pour essayer de gratter 50 centimes sur un t-shirt, parce qu'en fait, on en produit tellement que 50 centimes, ben, c'est des milliers d'euros à la fin. Tout ça pour satisfaire un truc qui est devenu comme obligatoire de fournir un welcome pack. C'est incroyable. C'est Ouais. incroyable. Tu vois. C'est dingue. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose. J'ai fait beaucoup de compétitions dans d'autres sports, notamment des sports co. T'as jamais rien, même sur des tournois, t'as jamais rien en fait. Donc, tu payes ta buvette, tu payes tout, tu payes ton déplacement. T'as pas de cadeau. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc un peu fou de notre sport. Qui existe et qui prend beaucoup la tête aux organisateurs de compétitions, et des fois je les comprends. Pour retourner un peu sur les standards, on en a parlé vite fait tout à l'heure aussi, je voulais les repréciser pour les gens qui voudraient s'inscrire, parce que d'ailleurs on va en parler aussi, mais les inscriptions sont ouvertes là, il y a peu. En RX, vous avez la gym en full synchro A2, voilà, faut savoir maîtriser, je pense, du coup, c'est pas précisé, mais si vous mettez full synchro A2 et que vous précisez pas les mouvements, c'est qu'il faut maîtriser quasiment tous les mouvements du CrossFit en gym suspendu, je suppose. Alors là, franchement, tu peux me poser toutes les questions que tu veux sur les standards, je saurais pas te répondre. C'est pas Ok, du tout moi qui m'en occupe. ok. Soyons. Donc, j'aurais du mal à te répondre techniquement, vraiment dans le détail de Ben, tous les écoute, sports. Voilà. si c'est formulé de cette façon-là, je pense que ça doit être à peu près tous les mouvements de gym suspendus. Les cleans, c'est 85 kg pour les hommes, 55 kg pour les femmes en RX. Du coup, en inter et en master, il faut maîtriser les toes to bar, les chest to bar, les HSPU, au moins un sur les deux. Les deadlifts à 85 kg pour les hommes, 55 pour les femmes. Knees up, HSPU, chest to bar, wall walk pour les scaled, et le deadlift, pareil, sur les mêmes poids. Donc voilà, c'est quand même des choses, si vous vous entraînez assez régulièrement, potentiellement, ça peut s'atteindre. Donc vous voyez qu'à quel point la compète, elle est quand même ouverte à tous. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Kevin. Le chiffre ne manque pas. Les chiffres ne manquent pas. Sur les standards encore, on peut le voir qu'effectivement, voilà, c'est quand même atteignable. C'est pas, faut pas être monstrueux en CrossFit pour avoir ces standards-là. Donc voilà, bravo en tout cas de bien affirmer ce que tu disais plutôt dans la compétition, sur la compétition en tout cas. J'aimerais revenir sur un dernier point chiffre, s'il te plaît, Kevin, si tu me le permets. T'es pas obligé de répondre. Hein. Si tu veux pas répondre, tu me le dis. Mais c'est vrai que je demande souvent aux organisateurs aussi, pour que les gens se rendent compte combien ça coûte d'organiser les breakouts à Tarbes chaque année. Ouais. Alors, ça coûte peut-être c'est très certainement moins cher que les affiliates ou les Mayenne. Franchement, Possiblement. ça c'est clair. Je sais pas comment ils font. Alors, je crois qu'ils ont des jolis partenariats que moi, Ouais. j'arrive pas à décrocher et tout ça. Et ça, c'est le talent de Julien, notamment. Je connais très bien Julien aussi. C'est un vendeur hors pair. Il est exceptionnel. Je connais pas du tout les gens des affiliates, malheureusement, pas encore. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion. Mais moi, faut imaginer les breakouts. Je mets un œil sur mon tableau en même temps que j'ai juste à côté. Mais les breakouts, c'est environ, allez, on va dire entre 90 et 100 000 euros. D'accord. Ah ouais, donc c'est pas mal, hein. Sachant que, et ça c'est hyper important, je parle en hors taxe. Ah oui. À chaque fois, athlète, bien sûr, tu t'inscris, tu as payé 120 euros, tu multiplies par 720, tu dis, oh putain, alors là, cette année, ça va être un peu plus cher. Cette année, oui, en total, on va encaisser 82 000 euros. Mhm. Et ma compète, elle coûte pas 82 000 euros, elle en coûte 100. Déjà. Ouais. Déjà. Voilà. Donc, déjà, rien que. Et elle en coûte 100 hors taxe. Donc, moi, 82 000 euros d'inscription athlète, quand j'enlève la TVA, quand j'enlève les frais de plateforme et quand j'enlève les frais bancaires, j'ai 20 000 euros en moins déjà. Ah ouais. Voilà. Donc, on est
de 82 000 euros, tu passes à À 62 65, 000. 65 à peu près, parce que c'est Ouais, pas tout à fait 20 000 euros. Tu passes à ouais, 65. Mais moi, mon événement, donc 65 000 euros hors taxe, mon événement, il coûte toujours entre 90 ouais. et 100 000 euros hors taxe. Donc il y a encore entre 25 000 et 35 000 euros à aller chercher. Aller chercher en partenariat, en billetterie, et nous, ce qu'on a fait pour compenser aussi un peu, mais c'était aussi une prise de risque, c'est qu'on a acheté notre matériel assez tôt, dès la deuxième édition, on a acheté du Hmm. matériel. Donc on a pour plus de 80 000 euros d'investissement de matos qu'on a fait Ah ouais. sur plusieurs années, sur 2-3 ans. On a acheté notre matériel. En achetant notre matériel, on pouvait jamais être rentable parce que le coût du matériel, du coup, venait s'ajouter au coût de l'événement. Et en fait, en louant ce matériel, on arrive à générer un peu, par-ci, par-là, quelques milliers d'euros qui nous permettent d'être en positif. Mais ma réalité, c'est que euh, mon bonus, en général, l'argent, le niveau où je suis bénéficiaire, voilà, Ouais. mon résultat bénéficiaire, en fait, en général, il est équivalent à ce que j'ai gagné en location de matériel. Et donc, ça veut dire que ma compète, malgré tout, en elle-même, elle est à l'équilibre, quasiment. Ouais. Voilà. Donc, bien sûr, on gagne de l'argent. On gagne de l'argent. Mais moi, en même temps, j'ai une employée ici, à temps plein, Ouais. qui fait que ça. Un employé, ça coûte 40 000 euros par an, à peu près. Voilà. Et je peux vous dire que les breakouts, ça ne me rapporte pas 40 000 euros du tout. Ni les black box, ni aucun autre événement. Donc, on gagne de l'argent, oui, mais ça justifie à peine le temps passé par cette personne-là. Je vais te donner quelques chiffres. Donc, dans mon agence, on est 11. On était 12 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Faut imaginer, en 2024, moi j'ai mobilisé l'intégralité de mon équipe sur l'événement. 12 personnes payées à l'heure. Ces 12 personnes-là ont toutes fait, allez, on va dire 10 parce qu'il y a mon associé et moi, donc ces 10 personnes ont toutes fait à peu près 36 heures dans le week-end. D'heures supplémentaires. Waouh. 36 heures dans le week-end, c'est une semaine de travail fois 10 Hmm. personnes. J'ai perdu 10 semaines de travail au sein de mon agence pour la réussite de cet événement. 360 heures payées à 15 euros. Je te fais le calcul, sachant que c'est pas du tout ma réalité. Je Ça fait, rajouterai au montage la musique des chiffres et des lettres. Toum, toum, toum. on est déjà quasiment à 6 000 euros, sachant qu'en plus, Waouh. elle est chargée à 75%. Donc, tu peux Hmm. quasiment doubler. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai pas commencé l'event. Enfin, je passe l'event. À la fin de l'événement, j'ai payé 10 000 euros, 12 000 euros, mon équipe, rien que pour sa présence. Voilà. Et Waouh. ça, il n'y a aucun bénéfice qui me le rendra Ben oui. sur les événements. Donc voilà, après, c'est des réalités très économiques, très entrepreneuriales, très gestion, je l'entends, et c'est pas peut-être facile à entendre ou même à comprendre pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ma réalité en tant qu'entreprise. Et un peu plus tôt, tu disais, il y a beaucoup d'assauts aussi qui organisent des compétitions, mais là, on a l'effet qui se coule inverse, c'est que là, il n'y a pas de TVA, et donc du coup, c'est ultra compliqué d'être à l'équilibre aussi, parce que tout coûte 20% plus cher Hmm. vu que tu récupères pas de TVA et tout ça. Et donc, c'est encore plus cher. Donc, faut imaginer, je vous laisse imaginer les chiffres pour Agen, du coup. Voilà. Ouais. Oui, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les Agents Showdown, ils étaient venus l'année dernière. Je crois que. De tête là comme ça. Je crois que Fred me l'avait donné, mais je me souviens plus exactement. Je sais que par exemple, si on doit faire des comparatifs, les Mayenne, c'était quasiment 250 000 euros. Donc voilà, c'est des chiffres énormes quand on les a, mais quand on s'en rend pas compte, c'est facile de critiquer. On pense que c'est 10 000 balles organisées, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est tout de suite très cher, très cher. Ne Ouais, ouais. serait-ce que de la sono en événement, tout ça, en fait, vous vous rendez pas compte, la presta humaine autour de ça, ça coûte cher, ça coûte quelque chose. Je peux te donner un ordre d'idée, hein. Nous, la sono, Vas-y. c'est 15 000 euros. Ouais, Sono, lumière, machin, 15 000 euros. voilà, Chaque paf, année, déjà. chaque année, on rajoute entre 1 000 et 2 000 en plus. Ouais, DJ plus speaker, allez, on va mettre les médias aussi dedans, plus la prog, on est à 12 000 euros. ah oui. Voilà, enfin, c'est des trucs. Et là, moi, j'ai payé 10 personnes, hein. Tu vois, Mmh.
Voilà, on a, qu'est-ce qu'on a bah, le parc des expos, ça a un coût, malgré tout. Évidemment. Nous, on a des dépenses en bénévoles aussi qui sont assez importantes. Ça, Ouais. c'est hyper important. Nous, on loge tous les bénévoles. Waouh! Ah Euh, ouais! on les loge, on les défraie via YouJudge maintenant. Et avant, on leur Ouais. demandait de nous donner les tickets et on payait tous les frais d'autoroute et d'essence. Euh, Waouh! voilà, on les loge. Ils ont deux salles dédiées dans lesquelles il y a toujours de quoi manger, de quoi boire, du café, du thé. Il y a même une panière avec des outils, je sais pas si on dit pas ça comme ça, avec des éléments d'hygiène intime pour les femmes. Ah oui, d'accord. Si tu vois, il y a des micro-ondes, il y a les repas. Enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le bien-être de nos bénévoles. Je mets un point d'honneur à tous les accueillir, à tous les remercier à la fin de l'événement individuellement, etc. Donc moi, en dépenses bénévoles, je sais pas, j'en ai pour 5 000 € de logement, j'en ai pour plusieurs milliers d'euros en tenue, en repas, etc. Là, cette année, on aimerait leur faire un joli pack, donc on va dépenser 3 000 € de plus dans les tenues et tout ça des bénévoles. Mais en fait, je préfère mettre 3 000 € de plus pour que mes bénévoles ils soient contents, plutôt que pour aller agrémenter mon welcome pack et peut-être pas pouvoir le faire dans 2 ans et donc avoir des gens et que ça me retombe dessus. Les bénévoles, je sais qu'ils seront contents, Hmm. quoi qu'il arrive, et qu'ils comprendront l'année d'après si on n'a pas la casquette, par exemple. Voilà, après, on doit payer plein de trucs. On doit payer un chargé de sécurité, on doit payer toute l'équipe de sécu. L'équipe de sécu, c'est 5 000 balles. On doit payer un mec qui vient vérifier les gradins, 1 000 €. Il vient, il contrôle les gradins. Ouais, c'est bon, c'est conforme. Allez, 1 000 €. Et si c'est pas conforme, tu n'ouvres pas ton event en plus. Et tu le payes quand même. Tu vois. Chaque année, en print, je paye 5 à 8 000 €, tu vois. Et encore, je suis une agence de com, donc j'ai des tarifs. Ouais. Voilà, c'est juste des petits trucs comme ça, mais après, il y a du logement, du trajet, des trucs. Il y a des dépenses, j'ai 50 lignes de dépenses. Ah ouais. C'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, non, mais c'est donc voilà, vous avez c'est top de t'avoir là, Kevin, parce on a vraiment un gros détail de ce que ça peut coûter. Donc finalement, on est sur quelque chose d'un peu, d'un peu costaud, quoi. Enfin, on est vraiment sur du top compétition. Faut imaginer que je pense que dans des fédés classiques, on va dire, on est sur des organisations comme ça pour peut-être des championnats d'Europe sur certains sports ou certaines fédés. Donc c'est énorme, hein, l'organisation de quelque chose comme ça. Faut pas se louper, faut pas se Je peux tromper. te donner un truc à titre de comparaison, si tu veux. À un moment, on a hésité à se lancer dans un tournoi de rugby Ok, 100% féminin. Et du coup, j'ai monté mon business model, je regarde. Première année, je voulais mettre le paquet parce qu'en fait, je considère maintenant, après l'expérience des breakouts, que c'est pas grave si tu perds de l'argent la première année. C'est en mettant le paquet aussi que tu donnes l'image à ton événement. Et plus tu fais fort dès le début, plus tu accélères derrière et tu vas vite pour atteindre tes objectifs. Donc, je fais mon business model et franchement, le rugby, c'est cool, c'est pas trop cher. Et je me retrouve avec un événement qui allait me coûter 35 000 à 40 000 €. Un tournoi de rugby avec pour objectif d'accueillir 500 filles à peu près, donc un joli tournoi, tu vois. Et puis je me rapproche du club de rugby local pour m'associer avec eux dans le cadre de l'organisation de cet événement. Je leur montre mon business plan un peu, ce que j'ai prévu, et puis ils voient le total. Mais vous êtes fous, ils parlent vraiment comme ça chez nous. Vous êtes fous, hein. Nous quand on fait le tournoi de rugby, c'est quoi? C'est 10 000 € maximum, hein. 5 000, 10 000 €. Et on a Martine qui fait les crêpes, machin qui fait ça. Et ouais, mais moi, en fait, je veux vous faire un festival de rugby. Je veux pas faire un tournoi de rugby avec 3 rubalises, deux piquets en bois et toute ta famille qui fait les crêpes et les frites, tu vois, avec de la vente fraîche. Je veux faire un joli truc, quoi. Et donc, 35 000 € pour un tournoi de rugby, ça lui paraissait démentiel. Et nous, on en dépense 100 000 à chaque compétition qu'on fait pratiquement. voilà. Voilà. Donc ça, c'est bien de le voir et puis vous vous rendez compte au nombre de compétitions parce que je pense que là, les candidats qui ont lieu le week-end où on enregistre, c'est pareil. On a parlé des Mayennes, on n'a pas parlé des affiliates, mais on est sur les mêmes standards. On n'a pas parlé, par exemple, aussi des Normandies. Les Normandie Battle, je pense qu'ils sont pareils sur le même truc. Donc voilà, C'est vrai. c'est très important ce que dit Kevin et en tout cas quand il parle avec honnêteté des breakouts parce que bah
pour le coup, là, c'est génial de pouvoir avoir tous ces chiffres-là et d'avoir toute ton expérience, parce que toi qui fais de l'événementiel à côté, bah, et finalement, il y a pas mieux placé. En fait, j'aurais dû t'inviter toi dès le départ. Il y a pas mieux placé que toi pour t'avoir pour ce genre de sujet. Ma compétition, elle fait moins de bruit que les autres. Elle reste plus cachée, elle est un peu moins médiatisée, mais aussi parce qu'on n'a pas les athlètes qui justifient une médiatisation forte. Mmh. Et voilà, donc c'est sûr, tu as invité les autres en premier, mais j'ai écouté avec attention et des fois j'étais d'accord, des fois j'étais pas d'accord. Mais après, moi, j'ai un regard aussi extérieur où je suis pas un puriste du CrossFit, donc Oui, j'ai un regard pur, ouais, événementiel et expérience. Et parce que pour moi, il y a que ça qui compte. Voilà. tu m'étonnes, C'est tu pas parce m'étonnes. qu'on n'a pas mis le bon complexe sur le RM que c'est pas du CrossFit ou qu'on va pas passer un bon week-end. Voilà. Ça, c'est Ouais, clairement, clairement. Et moi, j'aime bien aussi ces événements-là qui finalement prônent le CrossFit de monsieur et madame tout le monde. Je trouve qu'on en manque un peu en France. Il y a beaucoup de compétitions élitistes, de très belles compétitions, mais je trouve que, ouais, même si on n'en manque pas beaucoup, ces compétitions-là, elles ont du mal à se faire entendre et à ce que les gens viennent. Donc voilà, il y a plein de belles compétitions de monsieur et madame tout le monde où vous pouvez y aller. D'ailleurs, on va se rappeler les dates ouais. clés autour des breakouts. Yes, Si je dis pas de bêtises, compétition le 9 et 10 mai, hein, c'est ça? exactement. 9 et 10 mai, À parc des Tarbes, Expositions de Tarbes, du coup. exactement. Euh, Les inscriptions, elles sont déjà ouvertes? non, elles Pas ne sont encore. pas ouvertes. Elles ouvrent le 7 décembre à 10 heures OK. sur la plateforme scoring.fit, qui est notre partenaire également depuis 10 ans. Voilà. Je suis hyper fidèle à scoring.fit et plus précisément à William, voilà, qui nous accompagne depuis le début. Qu'on salue parce qu'il va pas tarder à venir faire un petit épisode aussi, un petit tour dans le drop-in. Plein de trucs Il a géniaux. pris un petit virage. J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de choses à raconter avec lui notamment. Souvent parler des gens qui m'ont pris de haut, je pense qu'il il pourra te dire qu'il a vécu la même chose que moi. Ouais, bah, j'ai Voilà. hâte j'ai hâte de l'avoir parce que pour le coup très intéressant et j'ai pas mal de questions à lui poser, évidemment. Donc là on est sur les dates clés. Si jamais les gens ils ont besoin d'avoir plus d'informations, évidemment on donne l'Instagram des breakouts. Vous tapez Breakout Throwdown sur Instagram, vous allez vite trouver breakout.throwdown si vous voulez tomber sur la page exacte. Vous avez toutes les informations, hein. Il y a les dates, les catégories, les standards si vous avez besoin et puis j'ai l'impression qu'il y a une sacrée com qui est en train d'arriver. Là, je vois les derniers posts, là, c'est pas mal, hein, ça a bossé dur hein, du côté des breakouts. Et puis on est content de la nouvelle identité visuelle là qu'on a déployée depuis l'an dernier. Elle est fraîche, elle est Ouais, dans le mouvement et elle nous ressemble. Longtemps on s'est inspiré des autres et là c'est notre identité à nous et par rapport à nos univers, je trouve qu'elle a un côté plus surf, plus chill, plus sympa tout en fonctionnant très bien. Donc j'ai hâte que vous voyez parce qu'on va refaire toutes les bâches, toute la signalétique et on l'a pas fait depuis 3 ou 4 ans pour des soucis à la fois économiques et écologiques, de ne pas vouloir imprimer des mètres et des mètres de bâches chaque année. Et là, on a plaisir à réhabiller entièrement la compète. Donc, ben voilà, encore un investissement qui va venir brider ma rentabilité, mais en tout cas, qui va nous faire plaisir. Parce que, en fait, clairement, on fait ça pour se faire plaisir aussi, pour faire plaisir et pour se faire plaisir. Donc, inscription le 7 décembre, pardon. Il y a un truc très important que j'aimerais partager, si tu veux bien. ouais, Euh, Ça fait 10 ans que j'organise des événements. Cet événement-là, c'est la 8e édition. Euh, la première année, je suis sorti de l'événement en disant Ouah, c'est mon bébé, j'ai fait un truc de fou, c'est moi, c'est mon truc, c'est mon événement, c'est moi qui ai fait ça. Mais qu'est-ce que j'étais arrogant. En fait, cet événement, j'en ai perdu la propriété à partir du moment où on a ouvert les portes le premier samedi matin à 8 heures. Cet événement, il appartient aux gens qui le vivent, aux athlètes, aux visiteurs, aux partenaires. Et moi, je suis juste un facilitateur. Et en fait, c'est beau, c'est plus beau de voir les gens avec le smile, passer un bon moment, me croiser dans les coursifs de l'événement et me dire mec merci c'est trop bien ce week-end et tout. Je trouve ça tellement mieux que de sortir le week-end en me disant ouais c'est mon bébé. En hmm, fait c'est plus mon bébé du tout, c'est le bébé de tous les gens qui le vivent
de tous les gens qui viennent et j'ai eu du mal à l'accepter au début parce que on met de l'énergie dessus toute l'année. Mais en fait, c'est une réalité. Pendant longtemps, j'ai dit oui, c'est une compétition avec une ambiance familiale et conviviale comme j'ai envie. Mais en fait, c'est plus moi qui crée l'ambiance. Moi, je pose l'event, je mets le cadre pour que tout le monde puisse être naturel parce que ça se passe bien, donc pas de stress et compagnie. Et en fait, c'est les gens qui décident après s'ils en font un événement où il y a une bonne ambiance ou pas. Et ça, c'est assez fou quand tu es organisateur, de perdre le contrôle de ce que tu as fait et c'est les autres qui font ton événement. Et en même temps, bah, c'est très beau. Euh, Peut-être à l'image de ces enfants qui partent du domicile parental et je sais pas encore. Mais pour vivre leur vie par eux-mêmes, je sais pas. Ah, tu m'étonnes. Génial, j'adore l'analogie. Et moi, je rajouterais juste, parce que je leur mets un petit mot à chaque fois, parce que j'ai un grand respect pour eux, c'est les bénévoles, évidemment, sur toutes les compétitions. Les bénévoles, voilà, je vous fais un gros bisou, vous êtes exceptionnels à chaque fois, donc bravo, continuez. Et investissez-vous dans les compétitions, parce qu'ils ont besoin de vous. Et franchement, voilà, je leur dis à chaque fois, mais voilà, j'adore leur dire. Euh, Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des trucs que tu veux annoncer en avance ou pas, Kevin, là, pour les breakouts, des trucs qui pourront surprendre, peut-être, sur cette édition 2026? J'ai déjà dit pas mal de choses. Donc, il y a ce festival de films que j'espère qu'on va réussir à faire grandir. Il y a toute la signalétique qui va être un peu repensée et peut-être un peu la façon dont on dispose le salon. Mhm. On est en train de travailler sur un vrai espace récup. On l'a jamais fait à fond jusqu'à maintenant. Et là, en fait, le partenaire avec qui je suis en train d'échanger, vous le découvrirez plus tard parce qu'on n'a encore rien validé, mais m'a fait comprendre qu'en fait, il s'adaptait un peu en fonction de l'organisateur. Et je lui dis, ben, faisons l'inverse. J'ai un hall de 5500 mètres carrés. Moi, tu me dis que tu as besoin de 250 mètres carrés, je te les mets. Donc, on est en train de créer un stand récup colossal, je pense, qui va être chouette et j'ai hâte que les gens voient. Et ça, c'est pour les choses positives. On a un super pack sur lequel on est en train de bosser pour les bénévoles parce que franchement, ouais, tu les remercies, mais j'ai la chance d'avoir souvent les mêmes qui sont devenus des gens que j'aime beaucoup et que j'ai plaisir à retrouver 3 fois par an du coup maintenant. Et c'est génial d'avoir ces gens-là impliqués avec nous. Et je fais tout pour fidéliser ces gens encore plus que tous les autres. Parce qu'en fait, sans eux, on peut rien faire. Et je peux te dire que j'ai fait un paquet de tableaux pour voir comment je pouvais payer des gens pour faire ça. Ça ne rentre pas. Ça ne marche pas. Et la dernière nouveauté, mais celle-là, elle va pas trop plaire, mais autant profiter de cet échange public qui sera diffusé, j'espère, largement, pour l'annoncer. Cette année, les médias payés par Breakout n'auront pas pour mission d'alimenter les pages Instagram des athlètes. J'en suis navré. Les médias payés par Breakout auront pour mission de faire grandir l'image de Breakout, parce que c'est pour ça qu'on les paye, auront pour mission de vraiment produire avec passion et pas de faire de la photo à la chaîne, parce que c'est infernal de faire ça. C'est pas leur métier. On bosse avec les mêmes depuis des années. Ils ont un talent de dingue. Et chaque année, ce talent est bridé par un travail à la chaîne. Je sais qu'il y a Didier et d'autres qui ont parlé de ce sujet-là il n'y a pas trop longtemps, sur comment ils sont payés, etc. Moi, j'ai dit, je vous paye pour les breakouts, pour l'image des breakouts. Je veux que vous fassiez des choses qui vous ressemblent, qui vous plaisent. Fini les photos à la chaîne et compagnie. Donc, j'arrête et j'en suis navré. C'est un truc qu'on sort du welcome pack, entre guillemets. J'arrête d'alimenter les Instagram des 50 athlètes qui téléchargent les photos après la compétition sur 720, parce qu'il n'y en a pas plus, on a les stats. Par contre, on mettra à dispo des photographes, donc il y aura un stand de photographes, comme dans plein d'autres sports, et que vous pourrez aller dealer avec ces gens-là si vous voulez des belles photos. Voilà. Pas Ça, c'est mal. une nouveauté qui, je pense, peut faire du bien à d'autres orgas. Donc, Ouais. je le dis publiquement. On initie le truc. Les Basics l'ont fait aussi là, il y a quelques semaines. Voilà. Nous, on va là-dedans et je vais faire ça sur bientôt toutes mes compétitions. Ouais.
OK, bah, c'est bien de le dire et c'est honnête de l'avouer et de le dire aux gens. Bah, voilà, malheureusement, les photos, si vous les voulez, va falloir payer en plus. Il y a plein d'autres organisations qui le font, notamment Hyrox. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on fait pas le comparatif, mais eux sont arrivés, ils ont imposé ça dès le départ et ça semble logique aujourd'hui aux gens. Donc voilà, OK. C'est très bien de le signaler. Merci beaucoup Kevin. Merci Merci d'être venu, c'était un plaisir de te recevoir. Je t'avais promis 45 minutes minimum en... en préparant. On a fait plus. Écoute, on est passionné, on discute, ça nous intéresse. Bon. On fait plus. Et bah c'est pas grave. Voilà, moi je suis très content d'avoir fait ça. Et puis bah je te dis à bientôt en compétition, évidemment Kevin. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu, Quentin. C'était un bonheur de pouvoir enfin exprimer tout ce que je vis depuis 10 ans et de le partager. Et on aurait pu tenir une bonne heure de plus parce que Oh j'ai oui. plein de trucs que j'ai pas dit. Tu m'étonnes. Bon, tu sais quoi, on se garde, on fera un épisode l'année prochaine à nouveau. Allez. Et voilà pour cet épisode de Drop-In avec l'organisation des Breakouts. Je les remercie de m'avoir fait confiance. Et puis on va évidemment avoir un petit moment ensemble plus tard à l'occasion des Breakouts. Je vous en dirai plus, évidemment. On se croisera sûrement à la compétition là-bas. Bon voilà pour cet épisode, on a appris plein de choses sur la compétition, sur les budgets, sur tout ce qui tourne autour, mine de rien, de l'organisation de compétition. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est des épisodes que vous attendez souvent parce que beaucoup de gens se demandent comment ça se passe. Donc voilà, on en a fait plein des compétitions, mais à chaque fois, ça plaît toujours. Donc moi, je vous remercie de les écouter. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes de podcast, au YouTube et ainsi qu'à l'Instagram de Drop-In. C'est là que vous aurez toutes les nouveautés, tous les nouveaux podcasts et aussi toute l'actualité du CrossFit et des autres sports qu'on suit évidemment avec Drop-In. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Quentin. Razors off, Willie George, Viva la France! Wow! In sixth place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France for Victor, 100 points! But Mavena Pinglies from France, I mean, that is a serious run right now. JK getting schooled on how to run fast right now by Team France.